Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. On poursuit toujours donc le recueil de nouvelles qui s'intitule La Petite Roque de Guy de Maupassant et on s'en était arrêté à la nouvelle donc de Julie Romain. Une nouvelle bouleversante dans la mesure où il s'agit en fait d'une actrice qui a une gloire passée et dont un passant qui a découvert sa maison joliment décorée, très belle, très romantique, poétique, n'a pu s'empêcher justement de découvrir qui en était la propriétaire et il s'avère que c'était donc cette actrice oubliée. Ils sont en ce moment même dans le salon. Monsieur donc s'apprête à partir et cette actrice cherche à tout prix à l'inviter à dîner. On s'en était arrêté là, donc c'est sans plus attendre que je poursuis la lecture. En attendant, si vous venez de nous rejoindre, eh bien qu'attendez-vous tout simplement pour vous installer confortablement sur votre canapé. Je vous souhaite un excellent moment en ma compagnie. Donc je reprends. J'eus beau la prier, elle ne voulut point me dire ce qu'elle faisait. Alors je me levai pour partir. Elle s'écria « Déjà !» Et comme j'annonçais que je devais dîner à Monte-Carlo, elle demanda avec timidité « Vous ne voulez pas dîner avec moi ? Cela me ferait beaucoup de plaisir. » J'acceptai tout de suite. Elle sonna, enchantée, puis quand elle eut donné quelques ordres à la petite bonne, elle me fit visiter sa maison. Une sorte de véranda vitrée, pleine d'arbustes, s'ouvrait sur la salle à manger et laissait voir d'un bout à l'autre la longue allée d'orangers, s'étendant jusqu'à la montagne. Un siège bas, caché sous les plantes, indiquait que la vieille actrice venait souvent s'asseoir là. Puis, nous allâmes dans le jardin regarder les fleurs. Le soir venait doucement, un de ces soirs calmes et tièdes qui font s'exhaler tous les parfums de la terre. Il ne faisait presque plus jour quand nous nous mîmes à table. Le dîner fut bon et long, et nous devînmes amis. Oui, et nous devîmes amis intimes, elle et moi, quand elle eut bien compris quelle sympathie profonde s'éveillait pour elle en mon cœur. Elle avait bu 2 doigts de vin, comme on disait autrefois, et devenait plus confiante, plus expansive. « Allons regarder la lune, me disait-elle. Moi, je l'adore, cette bonne lune. Elle a été le témoin de mes joies et les plus vives. Il me semble que tous mes souvenirs sont dedans et je n'ai qu'à la contempler pour qu'ils me reviennent aussitôt. Et même, quelquefois, le soir, je m'offre un joli spectacle. Joli, joli, si vous saviez. Mais non, vous vous moqueriez trop de moi. Je ne peux pas. Je n'ose pas. Non, 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 vraiment, non. Je la suppliais. Voyons, quoi ? Dites-le moi, je vous promets de ne pas me moquer. Je vous le jure. Voyons. Elle hésitait. Je pris ses mains, ses pauvres petites mains si maigres, si froides, et je les baisais l'une après l'autre plusieurs fois, comme ils faisaient jadis, eux. Elle fut émue, elle hésitait. Vous me promettez de ne pas rire ? Oui, je le jure. Eh bien, venez. Elle se leva. Et comme le petit domestique, gauche dans sa livrée verte, éloignait la chaise derrière elle, elle lui dit quelques mots à l'oreille, très bas, très vite. Il répondit « Oui, madame, tout de suite. » Elle prit mon bras et m'emmena sous la véranda. L'allée d'orangers était vraiment admirable à voir. La lune, déjà levée, la pleine lune, jetait au milieu un mince sentier d'argent, une longue ligne de clarté qui tombait sur la table jaune entre les têtes rondes et opaques des arbres sombres. Comme ils étaient en fleurs, ces arbres, leur parfum violent et doux emplissait la nuit. Et dans leur verdure noire, on voyait voltiger des milliers de lucioles, ces mouches de feu qui ressemblent à des graines d'étoiles. Je m'écriai « Oh, quel décor pour une scène d'amour !» Elle sourit. « N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Vous allez voir. » Et elle me fit asseoir à côté d'elle. Elle murmura. « Voilà ce que fait regretter la vie.
Mais vous ne songez guère à ces choses-là, vous autres, les âmes d'aujourd'hui. Vous êtes des boursiers, des commerçants et des pratiques. Vous ne savez même plus nous parler. Quand je dis « nous », j'entends les jeunes. Les amours sont devenus des liaisons qui ont souvent pour début une note de couturière inavouée. Si vous estimez la note plus chère que la femme, vous disparaissez, mais si vous estimez la femme plus haut que la note, vous payez. Jolie mœurs et jolie tendresse. Elle me prit la main. Regardez. Je demeurais stupéfait et ravi. Là-bas, au bout de l'allée, dans le sentier de lune, 2 jeunes gens s'en venaient en se tenant par la taille. Ils s'en venaient, enlacés, charmants, à petits pas traversant les flaques de lumière qui les éclairaient tout à coup et rentrant dans l'ombre aussitôt. Il était vêtu, lui, d'un habit de satin blanc, comme au siècle passé, et d'un chapeau couvert d'une plume d'autruche. Elle portait une robe à panier et à la haute coiffure poudrée de belles dames au temps du régent. À 100 pas de nous, ils s'arrêtèrent et, debout, au milieu de l'allée, s'embrassèrent en faisant des grâces. Et je reconnus soudain les 2 petits domestiques. Alors une de ces gaietés terribles qui vous dévorent les entrailles me tordit sur mon siège. Je ne riais pas cependant. Je résistais, malade, convulsée, comme l'homme à qui on coupe une jambe résiste au besoin de crier qui lui ouvre la gorge et la mâchoire. Mais les enfants s'en retournèrent vers le fond de l'allée, et ils redevinrent délicieux. Ils s'éloignaient, s'en allaient, disparaissaient comme disparaît un rêve. On ne les voyait plus, l'allée vide semblait triste. Moi aussi je partis. Je partis pour ne pas les revoir, car je compris que ce spectacle-là devait durer fort longtemps, qui réveillait tout le passé, tout ce passé d'amour et de décor, le passé factice, trompeur et séduisant, faussement et vraiment charmant, qui faisait battre encore le cœur de la vieille cabotine et de la vieille amoureuse. Passons maintenant à cette nouvelle qui s'intitule « Le père amable ». Le ciel humide et gris semblait peser sur la vaste pleine brume. L'odeur de l'automne, odeur triste des terres nues et mouillées, des feuilles tombées, de l'herbe morte, rendait plus épais et plus lourd l'air stagnant du soir. Les paysans travaillaient encore, épars dans les champs, en attendant l'heure de l'Angélus, qui les rappellerait aux fermes dont on apercevait çà et là les toits de chaume, à travers les branches des arbres dépouillés qui garantissaient contre le vent les clos de pommiers. Alors là, je m'adresse à vous directement, car je ne sais pas si vous savez exactement ce que c'est que l'Angélus, mais c'est exactement une prière qui se fait aux alentours de 19h. Donc ça, c'est vraiment dans un héritage, dans l'héritage judéo-chrétien. Il y a plusieurs prières par jour, dont l'Angélus qui est à 19h. Et si mes souvenirs sont bons, il y avait juste avant l'Angélus les vêpres qui devaient se dérouler vers les 17h. Donc ça, c'est pour votre culture perso. Donc si un jour vous entendez, c'était, ou si vous lisez dans une lecture, c'était aux alentours de l'Angélus, eh bien, temporellement, c'est aux alentours de 19h. Donc je poursuis la lecture. Au bord d'un chemin, sur un tas de hardes, un tout petit enfant, assis les jambes ouvertes, jouait avec une pomme de terre qu'il laissait parfois tomber dans sa robe, tandis que 5 femmes, courbées et la croupe en l'air, piquaient des brins de colza dans la plaine voisine. D'un mouvement leste et continu, tout le long du grand bourrelet de terre que la charrue venait de retourner, elles enfonçaient une pointe de bois, puis jetaient aussitôt dans ce trou la plante un peu flétrie déjà qui s'affaissait sur le côté, puis elles recouvraient la racine et continuaient leur travail. Un homme qui passait, un fouet à la main et les pieds dans les sabots, s'arrêta près de l'enfant, le prit et l'embrassa. Alors une des femmes se redressa et vint à lui.
C'était une grande fille rouge, large du flanc, de la taille et des épaules, une haute femelle normande, aux cheveux jaunes, au teint de sang. Elle dit d'une voix résolue: « Te v'là, Césaire! Eh ben !» L'homme, un garçon maigre, à l'air triste, murmura: « Eh ben, rien de rien, toujours de même, hein. Il ne veut pas? » « Ben non, il ne veut pas. »« Mais, qu'est-ce que tu vas faire? »« Ben, je sais-tu. »« Va-t'en vers curé. »« Je veux bien. »« Vas-y à cette heure. »« Ben, je veux bien. » C'est écrit en ces termes, hein. Là, texto, là, je suis en train de vous lire manifestement une sorte de patois. Voilà, du patois. Donc, je poursuis. Donc, ils se regardèrent. Il tenait toujours l'enfant dans ses bras. Il l'embrassa de nouveau et le remit sur les hardes des femmes. À l'horizon, entre deux fermes, on apercevait une charrue qui traînait un cheval et qui poussait un homme. Il passait tout doucement, la bête, l'instrument et le laboureur, sur le ciel terne du soir. La femme reprit: « Alors, qu'est-ce qu'il dit ton père ?»« Je suppose ton père. »« Il dit qu'il ne veut point. »« Pourquoi ça qu'il ne veut point ?» Le garçon montra d'un geste l'enfant qu'il venait de remettre à terre, puis, d'un regard, il indiqua l'homme qui poussait la charrue là-bas, et il prononça: « Parce que c'est Ali, ton enfant. » Parce que c'est toi, parce que c'est toi ton enfant. Bon. La fille haussa les épaules, et d'un ton colère: « Pardi, tout le monde le sait bien que c'est à Victor. Et puis après, j'ai fauté. Je suis-il la seule? Ma mère aussi avait fauté avant moi, hein. Et puis la tienne et tout, hein, avant d'épouser ton père. Qui ça qui n'a point fauté dans le pays? J'ai fauté avec Victor, qui m'a prise dans la grange, comme je dormais, ça c'est vrai. Et puis, j'ai fauté quand je ne dormais point, hein. J'aurais épousé pour sûr, hein. N'eût-il point été un serviteur? Suis-tu moins vaillante pour ça? J'espère que vous comprenez. En tout cas, je comprends. Genre, traduction, elle a fauté parce qu'avant, toute relation sexuelle, avant le mariage, c'était un péché même mortel. Donc genre, voilà, quoi. Elle est passée à l'acte bien avant le mariage et de cette union avec Victor, manifestement, elle a eu un enfant. Donc c'est l'enfant du péché. Donc là, on digresse, hein, mais voilà. J'essaye de resituer un peu. Donc l'homme dit simplement: « Mais je te veux bien tel que t'es, avec ou sans le fan. Il n'y a que mon père qui m'oppose. Je verrai tout de même à régler ça. » Elle reprit: « Va-t'en vers le curé à cette heure. »« J'y vais. » Elle se remit en route de son pas lourd de paysan, tandis que la fille, les mains sur les hanches, retournait piquer son colza. En effet, l'homme qui s'en allait ainsi, Césaire Houlbrec, le fils du vieux sourd Amable Houlbrec, voulait épouser, malgré son père, Céleste l'évêque, qui avait eu un enfant de Victor Lecoq, simple valet employé alors dans la ferme de ses parents et mis dehors pour ce fait. Et voilà, tout s'explique, j'ai pas besoin de vous traduire. Il est formidable ce mot passant. Donc je poursuis. Au champ, d'ailleurs, les hiérarchies de caste n'existent point. Et si le valet est économe, il devient, en prenant une ferme à son tour, l'égal de son ancien maître. Césaire Houlbrec s'en allait donc, un fouet sous le bras, ruminant ses idées et soulevant l'un après l'autre ses lourds sabots englués de terre. Certes, il voulait épouser Céleste l'évêque. Il la voulait avec son enfant parce que c'était la femme qu'il lui fallait. Il n'aurait pas su dire pourquoi, mais il le savait, il en était sûr. Il n'avait qu'à la regarder pour en être convaincu, pour se sentir tout drôle, tout remué, comme abéti de contentement. Ça lui faisait même plaisir d'embrasser le petit de Victor, parce qu'il était sorti d'elle. C'est charmant dit. Bref. Et il regardait, sans haine,
le profil lointain de l'homme qui poussait sa charrue sur le bord de l'horizon. Mais le père Amable ne voulait pas de ce mariage. Il s'y opposait avec un entêtement de sourd, avec un entêtement furieux. Césaire avait beau lui crier dans l'oreille, dans celle qui entendait encore quelques sons. « Je vous soignerons bien, mon père. Je vous dis que c'est une bonne fille, et puis vaillante, et puis d'épargne. » Le vieux répétait « Tant que je vivrai, je verrai point ça. » Et rien ne pouvait le vaincre, rien ne pouvait fléchir sa rigueur. Un seul espoir restait à Césaire. Le père Amable avait peur du curé par appréhension de la mort qu'il sentait approcher. Il ne redoutait pas beaucoup le bon Dieu, ni le diable, ni l'enfer, ni le purgatoire dont il n'avait aucune idée, mais il redoutait le prêtre qui lui représentait l'enterrement, comme on pourrait redouter les médecins par horreur des maladies. Depuis 8 jours, Céleste, qui connaissait cette faiblesse du vieux, poussait Césaire à aller trouver le curé. Mais Césaire hésitait toujours, parce qu'il n'aimait point beaucoup non plus les robes noires, qui lui représentaient, à lui, des mains toujours tendues pour des quêtes ou pour du pain béni. Il venait pourtant de se décider, et il s'en allait vers le presbytère en songeant à la façon dont il allait conter son affaire. L'abbé Raffin, un petit prêtre vif, maigre et jamais rasé, attendait l'heure de son dîner en se chauffant les pieds au feu de sa cuisine. Dès qu'il vit entrer le paysan, il demanda en tournant seulement la tête. « Eh ben, Césaire, qu'est-ce que tu veux ? Je voudrais vous causer, monsieur le curé. » L'homme restait debout, intimidé, tenant sa casquette d'une main et son fouet de l'autre. « Eh ben, cause !» Césaire regardait la bonne, une vieille qui traînait ses pieds et mettant le couvert de son maître sur un coin de table devant la fenêtre. Il balbutia. « C'est quasiment une confession. » Alors l'abbé Raffin considéra avec soin son paysan. Il vit sa mine confuse, son air gêné, ses yeux errants et il ordonna. « Maria, va-t'en 5 minutes à ta chambre que je cause à Césaire, que je cause avec Césaire. » La servante jeta sur l'homme un regard colère et s'en alla en grognant. L'ecclésiastique reprit. « Allons, maintenant défile ton chapelet. » Le gars hésitait toujours, regardait ses sabots, remuait sa casquette, puis tout à coup il se décida. « V'là, v'là. Je voudrais épouser Céleste l'évêque. » « Eh bien, mon garçon, qui est-ce qui t'en empêche ? » Ben, c'est le paix qui ne veut point. « Ton père ? » « Oui, mon père. »« Qu'est-ce qu'il dit, ton père ? » ?»« Il dit qu'elle a eu un enfant. » Ben, elle n'est pas la première à qui cela arrive depuis notre mère Ève. « Un enfant avec Victor, Victor Lecoq, le domestique à Antime Loisel. » Alors il ne veut pas. Ben, il ne veut point. Mais là, pas du tout. Bah, pas plus qu'une bourrique qui refuse d'aller, hein, sauf votre respect, hein. Qu'est-ce que tu dis, toi, pour le décider ? Bah, je lui dis que c'est une bonne fille, hein, et puis vaillante, et puis d'épargne, hein. Et ça ne le décide pas. Alors, tu veux que je lui parle ? Tout juste, vous le dites. Et qu'est-ce que je lui raconterais, moi, ton père ? Bah, qu'est-ce que vous racontez au sermon pour faire donner des sous ? Dans l'esprit du paysan, tout l'effort de la religion consistait à desserrer les bourses, à vider les poches des hommes pour remplir le coffre du ciel. C'était une sorte d'immense maison de commerce dont les curés étaient les commis sournois, rusés, dégourdis comme une personne, qui faisait les affaires du bon Dieu au détriment des campagnards. Ils savaient fort bien que les prêtres rendaient des services, de grands services aux plus pauvres, aux malades, aux mourants, assistaient, consolaient, conseillaient, soutenaient, mais tout cela moyennant finance, en échange de pièces blanches, de bel argent luisant dont on payait les sacrements et la messe, les conseils et la protection, le pardon des péchés et les indulgences, le purgatoire et le paradis, suivant les rentes et la générosité du pécheur. Eh oui,
et la générosité du pêcheur. Donc c'est sur cette belle palabre que s'achève donc cette lecture du Père Amable. Donc elle n'est pas terminée, hein. Donc pour découvrir la suite, eh bien c'est tout simplement donc toujours dans Voyage au bout de la nuit sur C8. À tout de suite.